Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans ce débat de l'attaque sanglante d'Israël contre Jenin, un camp de réfugiés laissant de nombreux martyrs. Alors beaucoup de pays, dont Hamas, le Hezbollah libanais ainsi que les Yéménites et bien sûr les Iraniens, ont condamné fermement ces attaques barbares contre le camp de réfugiés de Jenin et réitérant bien sûr leur soutien inconditionnel à la résistance palestinienne. Nous allons donc développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie. Les raids israéliens sur Jenin suscitent de vives réactions et de forts messages d'avertissement de la part des factions de la résistance dans la région. Le vice-président du bureau politique du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a prédit que les soldats de l'ennemi israélien périront dans les embuscades tendues par les forces de la résistance. Israël n'a pas l'habitude de tirer des leçons des expériences du passé, surtout son cabinet criminel actuel, qu'on pourrait qualifier de fasciste selon tous les critères du monde, a affirmé ce lundi 3 juillet Saleh al-Arouri, vice-président du bureau politique du Hamas, en réaction aux vastes attaques terrestres et aériennes menées depuis lundi matin par l'armée sioniste sur Jenin en Cisjordanie occupée. L'agence de presse Shahab, qui cite le responsable du Hamas, continue comme suit. Nous avons confiance dans la ferme volonté du peuple et de la résistance dans le camp de Jenin. Nous sommes sûrs et certains que l'ennemi israélien échouera à briser la volonté de la résistance à Jenin. Il subira une défaite humiliante avec ses soldats morts dans les embuscades de la résistance. Les raids israéliens de ce lundi matin sur le camp de réfugiés de Jenin ont également fait réagir le mouvement de résistance libanais Hezbollah. Selon la chaîne de télévision Al-Alam, le Hezbollah a vivement condamné les attaques barbares du régime sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin, réitérant son appui inconditionnel à la résistance palestinienne. Les combattants palestiniens ont prouvé leur vigilance et leur capacité à faire échec au plan de l'ennemi avec ses unités d'élite et ses armes sophistiquées. Outre une volonté indéfectible, le peuple et la résistance palestinienne disposent de divers moyens et options pouvant faire regretter l'ennemi pour ses agissements, lit-on dans le communiqué du Hezbollah. Nous tenons à réitérer notre appui complet au peuple et aux groupes de résistance palestiniens et à toutes les options qu'ils trouveront adéquates, ajoute le communiqué du Hezbollah. Dans un autre communiqué, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de salut national du Yémen a condamné les toutes récentes attaques israéliennes sur le camp de réfugiés de Jenin. Selon le site web de la chaîne Al-Masira, le communiqué du gouvernement de salut national yéménite avertit que le comportement arbitraire et criminel du régime sioniste est une menace directe contre la paix et la sécurité régionale et mondiale. Le communiqué s'adresse notamment aux pays qui, soit ont déjà normalisé leurs liens avec Israël, soit ont lancé un processus de normalisation. Il les appelle tous à réviser leur approche, revenir dans la bonne voie et entendre les revendications sincères de leur peuple. Selon le dernier bilan, au moins 10 Palestiniens ont été tués en martyrs lors des raids israéliens de ce lundi contre le camp de réfugiés de Jenin. Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par André Chamy, juriste international, nous avons le plaisir d'accueillir depuis l'Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs, ainsi qu'à M. Cohen. Justement, un grand bonjour à Jacob Cohen, expert de questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Cohen, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs, merci pour l'invitation et bonjour à Maître Chami. Ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Cohen. Alors, comment se fait-il qu'Israël ne prend pas leçon donc, des attaques menées par ces derniers contre des camps de réfugiés ou bien des villes palestiniennes? Et comment avoir donc l'audace de s'en prendre encore aux camps de réfugiés, je vous prie? En fait, la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, c'est un paramètre c'est un paramètre qui rentre dans la politique intérieure israélienne, c'est-à-dire l'usage de la force de temps en temps pour montrer qui est le maître, pour renforcer le front intérieur. Et puis deuxièmement, ou troisièmement, c'est que les Israéliens ont besoin de maintenir un état de tension, pas toujours aussi élevé, mais ils ont besoin pour affermir le front intérieur et pour maintenir cet état de guerre dans lequel est plongée la société israélienne. J'ai des contacts avec des proches qui habitent en Israël et malheureusement ils succombent à la propagande sioniste qui leur dit vous voyez, on ne peut pas faire la paix avec les Palestiniens, avec les Arabes, il faut toujours faire usage de la force. Et d'ailleurs, cette invasion de Jenin, ce massacre, a reçu quasiment l'unanimité du front intérieur israélien. Et ça, c'est vraiment une dimension sur laquelle je voulais dire un mot, c'est que les sionistes sont convaincus qu'ils mènent une guerre quasiment existentielle, alors qu'il y a une armée, peut-être la 5e ou 6e du monde, qui s'attaque à un camp de réfugiés, et ils font de ça une espèce de guerre existentielle, et il y a une unanimité, et j'ai l'impression que vraiment la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'avec les sionistes, on ne peut pas trouver un modus vivendi pacifique. André Chami, M. Cohen a ouvert un chapitre très intéressant concernant le régime sioniste et bien entendu, le peuple israélien a été toujours bien sûr contre donc ces crimes commis par le régime israélien contre des innocents palestiniens. Que pensez-vous vis-à-vis de cette opinion, je vous prie? Comme l'a signalé M. Cohen, il y a effectivement un aspect intérieur par rapport à toutes ces opérations militaires. On profite toujours, d'ailleurs ça dure depuis 70 ans, à chaque fois qu'il y a eu une attaque, que ce soit contre un pays arabe, que ce soit contre les camps palestiniens qui étaient éparpillés ou qui sont éparpillés dans les pays voisins, au Liban, en Syrie et en Jordanie, il y a eu au cours de l'histoire, au cours de ces 70 ans, différentes attaques par l'aviation, par les hélicoptères ou par des commandos, et à chaque fois il y avait un prétexte pour dire qu'il fallait liquider les terroristes où qu'ils soient, et c'était devenu en quelque sorte l'ADN de la politique intérieure israélienne, c'est-à-dire où qu'ils soient ces fameux terroristes, il fallait les attaquer et les liquider. Et même ça fait partie de la propagande de l'État israélien par rapport à ça, notamment par rapport à ce qu'on appelle à l'époque les militants de l'OLP ou du FPLP, et même de ceux qui ont participé à l'attaque du Munich. Il y a eu une propagande constante par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a un problème interne, c'est-à-dire il faut satisfaire le sentiment de sécurité que ressentent les Israéliens, ou plutôt le sentiment d'insécurité, parce que il y a évidemment, depuis un certain nombre d'années, moi ce que j'appelle les loups solitaires, c'est-à-dire des personnes qui font partie de la jeunesse palestinienne, qui n'appartiennent à aucune organisation palestinienne, en tout cas pour l'essentiel, même si parfois ils sont en quelque sorte adoptés par telle ou telle organisation parce qu'on trouve des liens même indirects, mais il y a beaucoup de loups solitaires qui mènent des attaques, et on constate après effectivement qu'ils ont pu réussir quelques exploits, même si le terme exploit n'est pas nécessairement adapté pour ce type de situation. À partir de là, il est nécessaire pour, entre guillemets, la sécurité israélienne de riposter.
Et les ripostes se font de quelle manière? Alors, soit d'abord contre la famille de ce jeune Palestinien, soit contre la localité, voire au-delà, concernant le lieu d'habitation ou le lieu d'appartenance de ces personnes-là. Et nous sommes aujourd'hui dans une espèce d'escalade parce qu'on n'arrive pas à les localiser. Bien pire encore, entre guillemets, pour l'armée israélienne, c'est-à-dire aujourd'hui les incursions deviennent de plus en plus difficiles, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, y compris dans le camp de Jenin qui est encerclé partout. Par conséquent, on fait des opérations qui représentent sur le plan militaire de la poudre aux yeux parce qu'il y a une reconnaissance de l'armée israélienne que la dissuasion aujourd'hui est en situation d'érosion, c'est-à-dire aujourd'hui elle ne remplit pas son rôle puisqu'il n'y a pas de véritable dissuasion, c'est-à-dire vous pouvez mener toutes les attaques que vous voulez, il y aura tous les jours soit des loups solitaires, soit des opérations militaires ou individuelles qui pourraient être menées à l'initiative des organisations palestiniennes, puisque aujourd'hui elles se trouvent en quasi-unité, même si chacune d'entre elles rame dans son sens, mais le Fatah n'est plus le Fatah d'avant, c'est-à-dire le Fatah de Yasser Arafat. Et vous avez également, vous avez la FPLP, vous avez le FPLP, vous avez le Hamas et le djihad islamique. C'est-à-dire ces organisations palestiniennes sont devenues incontrôlables sur un territoire éparpillé et aujourd'hui elles s'organisent de plus en plus et elles s'arment de plus en plus. C'est-à-dire c'est un casse-tête, pour ne pas dire autre chose, pour l'armée israélienne, mais il faut satisfaire l'opinion publique intérieure. Cette opinion publique intérieure est toujours sous le choc à chaque fois qu'il y a une nouvelle opération et on essaie de les satisfaire tant bien que mal, mais on va dire la question fondamentale, c'est-à-dire quelles sont les relations futures entre les Israéliens en tant qu'Israéliens ou entre l'entité sioniste et les Palestiniens, aujourd'hui, cette question n'est pas résolue et n'a pas de perspective à venir. Absolument. Nous allons développer ces questions tout à l'heure, si vous le permettez. Monsieur Cohen, alors André Chamy a évoqué, bien sûr, pour accalmer le sentiment d'insécurité qui existe chez le peuple israélien, d'avoir recours à des opérations militaires telles que l'attaque contre le camp de réfugiés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour le régime sioniste pour accalmer le sentiment d'insécurité à faire de nombreuses victimes, de nombreux martyrs, et surtout des victimes chez les soldats israéliens qui existent bien sûr à chaque attaque? Non, parce que l'autre alternative, c'est une recherche de la paix. Et les Israéliens ne veulent pas la paix. C'est-à-dire, il y a un consensus dans la population juive israélienne de 95% qu'il ne peut pas y avoir d'État palestinien indépendant. Ça veut dire la seule chose que les Palestiniens pourraient obtenir, même chez les socialistes israéliens, etc., la seule chose qu'ils pourraient obtenir, c'est un Bantoustan sous contrôle israélien. Donc, dans la mentalité sioniste, un État palestinien est impossible, un État réellement indépendant. Donc, et donc, tout ce que les sionistes font, c'est de dire à leur population, d'ailleurs, je l'entends régulièrement, je l'ai entendu ce matin, etc., malheureusement, la population palestinienne ne veut pas comprendre de vouloir vivre en paix avec nous. Voilà. Et donc, en fait, le régime sioniste, l'establishment sioniste enferme sa propre population dans une impasse. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la paix avec ces gens-là. Et donc, on est obligé, malheureusement, de recourir à la violence et il faut en payer le prix. Et malheureusement, la grande majorité de la population juive israélienne succombe à ce genre de raisonnement et accepte de payer le prix. Et c'est une logique, c'est dans l'ADN du sionisme de ne pas baisser la garde, de maintenir un état de tension, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que le régime sioniste n'a jamais défini ses frontières. Le régime sioniste n'a jamais dit « voilà ce que je veux pour avoir la paix ». Voilà, je veux telle frontière, telle garantie, etc. Il ne vous le dira jamais. Le régime sioniste s'est toujours opposé à une conférence internationale qui dirait
bon, on va trouver un compromis parce qu'il a toujours envie d'aller au-delà du Jourdain. Ça, c'est un rêve sioniste comment dire, bien sûr, on ne le dit pas, c'est un non-dit, mais il reste ancré dans le non-dit, dans l'esprit sioniste depuis les origines. Et donc, en fait, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix avec ce régime sioniste. Toutes les paix qui sont signées, soit sont menées soit sous le régime de la Pax Israelana, ça veut dire, OK, on se soumet, vous êtes les plus forts, soit il ne peut pas y avoir soit un état de guerre. Donc voilà le drame que nous vivons malheureusement et dont le peuple palestinien paye constamment le prix fort. Jacob Cohen, ce que vous dites est terrible, bien sûr, car on peut difficilement donc croire à l'avenir une paix durable dans la région. Mais la raison est de constater qu'avec des armes sophistiquées et avec l'appui inconditionnel de certains pays et des organisations telles que le Hamas, le Hezbollah libanais ou bien sûr les Yéménites et bien entendu l'Iran, qui dispose d'une force importante. Est-ce qu'à l'avenir, le régime sioniste va continuer de mener des opérations telles quelles? Pour moi, incontestablement. Ça veut dire le régime sioniste, il s'est enferré dans une logique de guerre et il en accepte toutes les conséquences. Et le régime sioniste, encore une fois, il veut enfermer sa propre population. Vous savez, il y a une raison pour laquelle les sionistes ne veulent pas la paix. Je vais vous en donner une, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le front intérieur. Mais le front intérieur, qui est la société israélienne, est une société éclatée, qui finirait en guerre civile s'il n'y avait pas le conflit extérieur. Deuxièmement, imaginez, vous savez qu'Israël est un État apartheid de fait. Ça veut dire que la population arabe à l'intérieur d'Israël, qui constitue 20 à 25% de la population, est strictement divisée. Ça veut dire qu'il y a un système d'éducation arabe et un juif. Les juifs et les arabes n'habitent pas ensemble, etc. Donc, en fait, il y a un apartheid. S'il y a la paix, les juifs et les arabes ne se rencontrent jamais. Les Israéliens, d'accord? Les Israéliens se rencontrent très, très rarement. S'il y a une paix, ça veut dire que les juifs et les arabes vont aller à l'école ensemble, vont aller à la plage ensemble, vont voyager ensemble, etc. Mais c'est la fin du sionisme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le sionisme, par nature, il a dans l'ADN qu'il doit rester juif et ne pas se mêler. Et ce risque-là de se mêler, c'est un risque que l'establishment sioniste préfère la guerre, parce qu'il croit qu'il peut toujours gagner la guerre, que baisser la garde et se fondre dans un environnement arabo-oriental qui le perdrait. Jacob Cohen, dans ce but, nous avons une forte impression que les États-Unis et certains pays occidentaux sont dans le même objectif que le régime sioniste. Sans leur soutien, peut-être que cette DNN que vous avez évoqué tout à l'heure n'est pas possible. Oui, parce qu'Israël joue le rôle de chien de garde de l'Occident. Vous savez, un exemple, qui a armé le régime sioniste dans les années 50, c'est la France. Est-ce que vous savez que jusqu'en 67, l'Amérique tournait le dos à Israël? L'Amérique n'a jamais voulu vendre les armes à Israël avant 67. Kennedy a voulu éliminer le programme nucléaire israélien. C'est l'Amérique qui a obligé le régime sioniste à reculer, à revenir du Sinaï qu'il avait conquis en 1956. Mais l'Amérique en 1967 a découvert, après la guerre de 1967, à quel point Israël peut devenir un chien de garde à son service. Et c'est pour ça qu'il est soutenu. Mais si l'Occident, par ailleurs, je ne sais pas, avec l'évolution internationale actuelle, perdait de sa superbe, peut-être qu'Israël perdrait de son utilité. Maître Chami, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie? Je partage l'essentiel de ce qui a été dit par M. Cohen. Je rajouterai un point, si j'ose dire. Dans l'ADN du sionisme, il y a un principe fondamental, c'est la prise d'otage des Juifs. C'est-à-dire,
à l'origine, si on prend l'origine du sionisme, je dirais la majorité des Juifs n'en voulaient pas. Et il a fallu une minorité qui a entraîné, entre guillemets, la communauté juive dans cette voie contre l'opinion juive de toute l'Europe, c'est-à-dire les juifs allemands étaient contre, les juifs français étaient contre. C'est la raison pour laquelle ils ont été à Bâle, d'ailleurs, pour faire leur premier congrès, avec une petite minorité qui était en quelque sorte triée sur les volets pour essayer de constituer quelque chose qui représenterait ce noyau. Et ce noyau-là était constitué sur une idée tout simplement raciste, c'est-à-dire on crée notre État, et tout ce qui est autour de nous serait nécessairement des sauvages. D'ailleurs, c'est je dirais le sens du courrier qui a été envoyé par l'organisation internationale juive à l'attention de Lord Balfour par rapport justement à la création de l'État. Et d'ailleurs, c'est, je dirais, ce sont les propos qui sont tenus, c'est-à-dire nous sommes les seuls, entre guillemets, alliés de l'Occident dans ce coin où il y a autour de nous que des sauvages. Partant de cette idée-là, évidemment, les Européens étaient en quelque sorte contents d'avoir quelqu'un qui peut servir de base, de repli pour l'Occident. Mais derrière, il y a un problème fondamental, c'est que après cette prise d'otage, il y avait une sorte de propagande entre parmi la population juive à travers le monde pour dire nous sommes les seuls, nous sommes devenus en quelque sorte les seuls protecteurs des Juifs dans le monde. C'est la raison pour laquelle, si vous avez peur dans votre pays, si vous avez des problèmes dans votre pays, ben vous venez chez nous. Et ça s'est développé de cette manière-là, aussi bien par rapport à ce qui s'est passé, le pogrom en Ukraine et à la frontière avec la Russie. Aujourd'hui, l'Israël s'approche de l'Ukraine, mais en réalité, c'est là où il y a eu le premier pogrom, si j'ose dire, contre les Juifs. Évidemment, c'est la raison pour laquelle on voit les premiers migrants juifs qui sont arrivés en Palestine, c'était de cette région-là, parce que le sentiment de peur mêlé à cette appartenance au mouvement sioniste faisait qu'ils devaient se retrouver dans cette région-là. Et derrière, évidemment, il y a eu un effet d'entraînement. Mais également, il y a cette idée de racisme, c'est-à-dire nous sommes indiscutablement un peuple pur, et derrière, il n'y a que des sauvages. C'est la raison pour laquelle, même Golda Meir, on dit qu'aujourd'hui, les ministres israéliens disent qu'il n'y a pas de Palestiniens, mais même Golda Meir, quand il a dit qu'il faut rendre le territoire que vous avez occupé en 67 aux Palestiniens, elle a répondu, mais il n'y a pas de Palestiniens. Ça veut dire pour elle, il n'y a pas de Palestiniens. Pour elle, c'est je dirais, un terrain vague. Et Noam Chomsky, quand il récite, et même Ilan Pappe, quand il récite les mythes de l'idéologie sioniste, ou en tout cas qui se trouvent à l'origine de cette idée d'Israël, c'était quoi? C'est que c'était une terre sans peuple. C'est-à-dire ce peuple, il est rapporté, il n'existe pas, et il est en quelque sorte voisin, mais en réalité il est limitrophe, mais il n'a aucun droit sur ce territoire. C'est-à-dire l'idée même d'une présence de population arabe dans cette zone-là est exclue dans le paradigme, entre guillemets, israélien. Et nous sommes donc face à cette contradiction, c'est-à-dire il y en a un qui ne reconnaît même pas l'existence de l'autre, aussi bien en tant qu'humain comme occupant et bien entendu comme quelqu'un avec lequel on peut négocier, en tout cas avec lequel on peut cohabiter. Vous avez les ingrédients pour imaginer que aucune solution ne peut être trouvée. Et à un moment donné, l'autre fois je participais à une conférence, je leur disais, aujourd'hui nous sommes devant une situation où il ne faut pas se demander si une guerre va éclater dans cette zone-là, et je dis bien une guerre généralisée, au risque de choquer pas mal de monde autour de moi, mais malheureusement c'est la seule chose que j'entrevois. Il ne faut pas se demander si cette guerre va avoir lieu, il faut juste se demander à quel moment elle va avoir lieu. Et nous sommes devant cette situation-là, qui donnera ce qu'elle donnera, c'est-à-dire quelle serait la conséquence de cette guerre-là. Mais comme la dissuasion a disparu, ou en tout cas a subi une érosion particulièrement importante, nous verrons avec quelle armée l'antisioniste va se battre et dans quelles conditions la résistance, y compris de la population israélienne, va se maintenir, c'est-à-dire entre guillemets, ces pièces rapportées qui sont venues de partout dans le monde, que ce soit d'Europe ou d'Afrique ou d'ailleurs, comment ils vont tenir? Est-ce qu'ils vont accepter de vivre dans l'insécurité indéfiniment? On parle d'immigration maintenant dans le sens inverse, c'est-à-dire ce sont des Israéliens qui partent
à l'étranger, dans la balance aller-retour, c'est le retour qui prime. Parce que justement, il y a ce sentiment d'insécurité, il y a ce sentiment qu'on n'est pas assez protégé et que l'armée qui nous promettait être la première armée de cette région-là n'est plus celle qui fait peur. Et par conséquent, nous verrons malheureusement, je dirais pour toute la région, parce que moi je ne suis pas un amateur de guerre, je ne suis pas quelqu'un qui appelle à une guerre massive, mais malheureusement c'est la seule chose qui attend d'être déclenchée et ce sont les conséquences de cette guerre qui vont décider de l'avenir de cette région-là, en tout cas de cette zone. Absolument. Maître André Chamy, depuis l'Alsace, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à Jacob Cohen, expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation depuis Paris. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.